propose de démarrer et Colline, je t'ouvre la parole pour parler design fiction. Puis ensuite, Valentine, on ira vers le sustainable design. Allez, faisons comme ça. Merci Hélène, encore une fois, pour l'invitation, l'opportunité. C'est un plaisir, mais c'est vrai que ça fait un an qu'on est intervenu pour la première fois avec Think Innov. Donc nous, ça nous touche de pouvoir partager ces pratiques et de vous avoir aujourd'hui. Et je vois même qu'il y a d'anciens participants, notamment Mickaël, qui s'est connecté, donc qui a déjà suivi nos formations et peut-être qui a envie d'une piqûre de rappel. En tout cas, le but pour moi, c'est de vous montrer en 10 minutes un peu ce que c'est que le design fiction. Il faut voir que c'est une grosse boîte à outils dans laquelle on peut piocher plein de choses. Donc oui, déjà, ça va remettre en question la manière dont on fait de la prospective. Et puis, on peut l'utiliser pour innover, pour développer des stratégies, pour appréhender des risques, pour prendre des discussions, pour embarquer. Donc, on va s'y mettre. Je vais essayer de faire rentrer ça en 10 minutes pour qu'on ait un peu de temps pour échanger sur le sujet. Alors, normalement, vous voyez bien mes slides là. Je vais passer les présentations parce que Hélène l'a fait. Voilà, Valentine et moi, on travaille toutes les deux à la D-School Paris. En fait, c'est le pôle innovation et design de l'école des ponts Paris Tech, donc une école d'ingénieurs. Et notre ambition, c'est de acculturer aux pratiques du design auprès de ce public ingénieur, mais aussi tous les agents des ponts, tout ce qui va être l'écosystème de cette école, donc les doctorants, etc. Et puis d'autres professionnels, puisque nous faisons beaucoup de formations à destination des professionnels. Donc, parler de design dans une école d'ingé, ce n'est pas forcément simple. Il faut déjà déconstruire la vision du design comme nous, on l'entend notamment en français, comme quelque chose d'artistique, d'avant-gardiste, du meuble, etc. Il faut qu'on l'entende du terme anglo-saxon, en fait, qui est une discipline à part entière, la science de la conception. Donc, une discipline qui est entre les sciences et les arts. Donc, quand les sciences, ça va être plutôt le monde naturel, en fait, la recherche de vérité, j'explore les sciences. L'art, ça va plutôt être les sciences sociales. Donc, j'étudie l'expérience humaine, je recherche la justice. Et ben, le design, c'est au milieu. C'est le monde qui est construit par l'homme. C'est la recherche de pertinence. Et du coup, c'est vraiment entre le monde naturel et entre l'expérience humaine. Et c'est juste quelque chose qui manque cruellement à notre éducation. J'aimerais bien. Ok, alors, juste pour vous dire, au pôle innovation et design, du coup, on développe différentes approches de l'innovation par le design thinking que vous connaissez sûrement avec un programme continu avec des étudiants, le design fiction qu'on développe depuis 3 ans, donc on commence à avoir une expérience assez solide, et puis le design Soudnap qui est en cours de développement pour continuer à aller plus loin dans les pratiques du design. Du coup, le design fiction en 10 minutes. Alors, c'est une approche qui est naissante et qui est pleine de ressources et qui prend de plus en plus d'ampleur dans l'entreprise. Ça, c'est sûr. Alors, la définition qu'on va donner à la D-School Paris, c'est que le design fiction est une approche du design appliquée à la prospective. Il explore de manière créative les futurs possibles et les incarne à travers des objets tangibles et provocateurs, voués à créer du débat et questionner les choix que nous faisons aujourd'hui. Alors, on va décrypter un peu cette définition pour essayer de comprendre ce que c'est. Déjà, du design appliqué à la prospective, faut le comparer aux 2 autres cultures qu'on a vues avant et qui présentent plusieurs limites dans l'étude des futurs. En général, quand on fait de la prospective, on va utiliser une science prognostique, en fait, la culture des sciences. Je vais utiliser de manière intense des indicateurs sociaux et économiques et je vais essayer de dégager des éléments de prédiction, en fait. Donc, ça va ressembler à des rapports de prospective, des chiffres, des graphismes, des pourcentages. On parle beaucoup de l'ordre du probable, il va probablement se passer ça, et puis on prend ces chiffres au sérieux. Par contre, le problème, c'est qu'ils ne nous projettent pas forcément. Là, je vous ai montré le rapport du GIEC qui nous donne des informations plutôt précises sur ce qui pourrait se passer, mais je ne ressens pas comment ça va être, je ne sais pas non plus comment je vais vivre, comment je vais manger, comment je vais sociabiliser, et il ne met pas en action aussi parce que ces chiffres ne créent pas de la mobilisation. Aussi, le problème, quand on va aller vers les sciences probables, c'est qu'on ne va pas attacher d'importance à des éléments de faible probabilité, ce qu'on va appeler des black swans. Donc, un black swan, soit c'est quelque chose qui a une très faible probabilité et qu'on ne prend pas en compte, soit c'est quelque chose sur laquelle on ne peut pas mettre de probabilité, en fait, qui est trop subjective. Enfin, c'est impossible de mettre une probabilité. Et du coup, on laisse un peu tomber ces événements qui peuvent pourtant nous tomber dessus, genre une pandémie, quoi. La culture des arts, c'est plus, je vais explorer l'avenir de l'ordre de la vision. En fait, je vais vous montrer ce que moi, je considère comme un futur désirable. Et donc, forcément, je vais accorder plus d'importance aux éléments qui m'importent. Et donc, il va y avoir une perspective émotionnelle et subjective derrière. Donc, par exemple, moi, la ville du futur, je la vois comme ça. Par contre,
Le problème avec la vision et l'ordre désirable, c'est que je ne mets pas un pied dans le présent. Je vais faire un bond dans le futur, je vais vous lancer ma vision et je perds cette notion d'ancrage, donc de présent en continu. Donc en fait, le futur, c'est cette sorte de réserve à imaginaire et on oublie de le voir comme un présent à venir, en fait, un présent en continu. C'est un peu ce qui s'est passé avec les Google Glass, par exemple, où Google a partagé sa vision en 2011 d'un monde où on aurait des lunettes qui nous permettraient de voir, d'utiliser une sorte d'ordi devant nos yeux, et qui n'a pas du tout pris par le grand public, qui n'était pas prêt à ce genre d'innovation, qui n'était pas prêt à utiliser la commande vocale, à avoir des caméras un peu partout sur l'espace public, et du coup, ça a fait un flop. Donc, le problème des arts, c'est qu'il fait un peu table rase sur le présent. Heureusement, comme je vous le disais, le design, c'est une discipline qui est au milieu et qui sait un peu naviguer entre les deux. Donc, le design, on ne va pas être sur des futurs probables, on ne va pas être sur des futurs désirables, on va explorer des futurs possibles. Donc, forcément, pas de table rase, le futur est déjà dans le présent, donc je vais passer beaucoup de temps à comprendre le présent. Et puis, je vais tirer les ficelles et je vais me permettre d'explorer plusieurs futurs, des futurs probables, mais aussi des futurs possibles, parce que le futur n'est pas linéaire, il peut se passer plein de choses, en fait, qui font que on arrive à tel ou tel futur. En fait, c'est l'objectif du design fiction de base, c'est d'explorer plusieurs futurs possibles pour pouvoir les comparer les uns avec les autres et réussir par la discussion à identifier qu'est-ce qu'on considère de préférable, quel futur on veut et du coup, comment on se met en action pour ça. Ici, vous avez le Cone of Preferable Future de Dune et Rabi, donc deux personnages emblématiques du speculative design ou design fiction. Donc ça, c'était pour le côté design appliqué à la prospective. Ensuite, je vous parle d'objets tangibles et provocateurs. En fait, le problème, c'est que, par exemple, dans les sciences, les rapports ne projettent pas. C'est un peu ce qui s'est passé en 2014. Bill Gates s'exprimait dans un TED Talk pour dire que le plus grand risque pour notre société aujourd'hui, c'était une pandémie. Vous avez un rapport du CIA aussi qui en parlait. Enfin bref, on était au courant, on communiquait là-dessus. C'était très objectif, etc. Il disait juste, pas de panique, il faut juste qu'on se prépare, qu'on se forme. Et pourtant, on n'était pas du tout préparé, on était plutôt comme ça. Mais si, au lieu de vous faire ce discours, Bill Gates vous ramenait des objets qui venaient de 2020 et vous montrait plutôt à quoi ressemblait ce qui se passe à votre télé, dans votre télé. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a des masques? Ou encore ce qui se passe sur vos réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il y a dans vos journaux? Voilà, vous allez dire, non, mais c'est pas possible, une attestation de déplacement, mais ça veut dire que je suis enfermée chez moi. Voilà, en fait, essayez de vous projeter dans ce futur qui va du coup créer quelque chose de plus engageant. J'ai envie de m'exprimer, j'ai envie d'appréhender, j'ai envie de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. Ce qui est subtil aussi dans le design fiction, c'est que oui, il pourrait vous partager des images de, par exemple, les laboratoires qui se mettent à fond dans la recherche du vaccin, mais il va plutôt vous montrer votre futur quotidien, à quoi ça va ressembler, vous, dans la queue des courses. Et du coup, ça crée beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de sensibilité par rapport à ça. Nous, à la D-School, on a travaillé sur un scénario. Et si, en 2028, la majorité des cadres vivaient à la campagne? Et on a créé un artefact géant qui est le bureau de Cécile, qui vit dans un village du Doubs à la campagne. Et en fait, en se naviguant dans son appartement, on voit des objets qui nous racontent ce futur et aussi ses limites. Par exemple, une comptine chut la visio ou une boîte de médicaments sur son bureau, le FOMO-démol, pour Fear of Missing Out, laisse penser qu'elle est enfermée dans un monde numérique qui n'est pas souhaitable et qui est un peu dérangeant et qui donne envie de discuter de la place du télétravail qu'on peut accorder dans nos vies. Donc ça, c'est pour les objets tangibles et provocateurs. Par du physique, en fait, je vais créer plus d'engagement derrière. Alors, ensuite, on va parler de « il explore de manière créative les futurs possibles ». Et là, ça va plutôt être comment ça marche. Donc, comme je vous disais, ça commence par le présent et on va partir avec ce qu'on appelle des signaux faibles. Je vais identifier en fait des tendances qui arrivent. Puis ensuite, je vais tirer les ficelles, je vais identifier des scénarios. Je vais ensuite choisir un scénario, je vais bien le rendre cohérent et puis je vais le traduire par un artefact. Au lieu de faire un rapport de prospective, au lieu de vous le raconter, je vais faire un objet qui raconte tout seul ce futur. Et ensuite, je présente ces objets à un public dans le but de créer de la discussion, du débat, inviter au positionnement. Donc nous, les signaux faibles, on en voyait plein, de l'exagurbain, des pubs dans le métro, des boîtes qui se mettaient en 100% télétravail, des mèmes sur Internet. On a imaginé plusieurs scénarios, et si les campagnes se remplissent, à quoi ressemble la ville, etc. Donc,
un scénario, ça ressemble à ça. Nous, comme on a voulu imaginer toute une société, on est allé plus loin, on est allé dans une vision systémique. Donc ça, c'est un des pouvoirs du design aussi, de penser en arborescence. Du coup, si on vit à la campagne, comment se sont adaptées les entreprises, les institutions, le monde de la culture? Quels sont les nouveaux besoins, les nouveaux produits, les nouveaux services, les nouveaux comportements et aussi quels sont les problèmes? C'est là, en fait, que dans ce côté effet de bord, qu'on arrive à innover en imaginant justement les futurs usages. Et puis, on continue. Nous, on est dans un scénario où les pandémies règnent, où on fait beaucoup de télétravail, où il y a une culture citadine forte à la campagne. Et du coup, on comprend que ça amène à un enfermement numérique ou à des problèmes comme les conflits ruraux-urbains. Par exemple, et ensuite, on va les traduire dans des objets. Par exemple, augmentation du télétravail. Voilà ce qui se passe dans son journal. Conflit ruraux-urbain, on voit qu'elle a une lettre de menace chez elle. Enfin bref, il y a plus d'une quarantaine d'artefacts pour comprendre le scénario, mais un seul objet peut des fois suffire à votre objectif, à servir votre objectif. Pour finir, créer du débat et questionner les choix que nous faisons aujourd'hui. Donc, en utilisant des artefacts qui passent par le prisme du quotidien, vous créez de l'engagement. Si vous me demandez de débattre sur l'intelligence artificielle, je ne pourrais pas trop m'exprimer parce que je ne suis pas experte. Mais si vous me parlez de l'intelligence artificielle dans mon futur quotidien, là, je suis experte de mon quotidien et là, je vais m'exprimer, etc. Donc, ça crée vraiment de la discussion qui est plus profonde en fait que les méthodes qu'on utilise habituellement. En fait, de base, c'est quelque chose c'est une discipline qui est plutôt politique. On va parler d'un positionnement plutôt qu'une méthode, et c'est là que le côté art entre en jeu. En fait, de base, c'est fait pour créer du débat avec des objets tangibles, et c'est un mouvement qui est né contre une société consumériste et contre la place des technologies, ou plutôt l'absence de sens critique face aux technologies. En fait, ça part du constat que nos futurs sont technocentrés et techno-utopistes et que on est un peu biaisé dans ces visions-là, parce que si je vous demande d'imaginer l'école de demain, vous allez imaginer une salle de classe avec des tablettes et vous allez vous priver d'explorer d'autres futurs possibles, comme l'école forêt, qui montre énormément de bienfaits dans le développement de l'enfant. En fait, c'est aussi montrer que les humains sont complexes et que la technologie n'est pas forcément souhaitable ou peut être dangereuse ou peut mener à des situations dérangeantes, comme on le voit par exemple dans les épisodes de Black Mirror. Alors ça, c'est en fait le design fiction dans les règles de l'art, mais si ça prend aussi autant d'ampleur, c'est que tout le monde ne va pas l'utiliser à ambition politique. Dedans, vous avez plein d'outils très très intéressants que vous pouvez vous approprier. Et déjà, on va se poser la question, pourquoi on fait des scénarios en tant qu'entreprise? Pourquoi se mettre dans une démarche prospective? En fait, il y a deux raisons. Soit vous êtes dans une transformation adaptative, je vais imaginer ce qui pourrait se passer et je vais m'y préparer. Donc, c'est ce qu'on va appeler scénario de crise, par exemple. Donc, je vais appréhender des risques pour être bien prête. Mais ça peut être aussi dans une démarche d'innovation, ce qu'on va appeler une transformation transformative. Imaginer demain et tenter de le faire évoluer. Je vais tirer les ficelles et voir qu'en fait, il y a des nouveaux usages qui sont intéressants et je vais essayer de les rendre réels, en fait. Alors, il y a plusieurs utilités dedans, puisque vous pouvez prendre différents outils dans la démarche. Il y a le côté inspiration et vision qui va plus être utile pour la création, en fait, l'innovation. Donc, se mettre dans une démarche prospective, c'est un peu nouveau. Explorer le futur, comprendre qu'il est assez complexe, mais aussi imaginer les futurs usages, inspirer, faire émerger des idées et aussi, pourquoi pas, trouver des futurs possibles et positifs pour avoir envie de les construire. Pour ce qui est observation et critique, là, c'est le côté systémique, politique, recherche de problèmes qui peut être intéressant. Là, ça va plus être de l'ordre de la stratégie. Vous allez identifier les limites et les effets de bord possibles aux décisions que vous prenez aujourd'hui. Vous pouvez appréhender des risques et des freins, qu'ils soient sociaux, technologiques, culturels, et vous allez développer une stratégie soit pour atteindre un futur que vous désirez, soit pour éviter un futur indésirable. En fait, c'est vraiment la systémie, c'est l'idée de dire qu'un bon écrivain ne pense pas seulement à l'automobile, mais aussi à l'embouteillage. Et aujourd'hui, il faut qu'on commence à voir les choses comme des systèmes et pas comme étant seuls. Et ça, c'est le design qui est utile pour ça, parce que le design, c'est un super outil qui maîtrise la complexité des systèmes et qui maîtrise la complexité des humains. Et du coup, qui comprend en fait à quel point les choses sont complexes et comment on crée en prenant en compte de cette complexité. Enfin, ça peut aussi être utile pour le débat, parce que vous allez rendre accessibles des problématiques complexes, libérer la parole, inviter au positionnement, et pourquoi pas dénoncer, ambition politique. Voilà. Certains vont l'utiliser pour une seule de ces branches, en fait, parce que c'est un nid à ressources très, très intéressant. Et juste pour ce dernier exemple, pour ce dernier point du débat,
je vous partage un exemple qui montre à quel point les artefacts, donc ces faux objets, peuvent être forts. C'est le cabinet anglais Superflu qui travaillait avec le gouvernement des Émirats arabes unis sur une stratégie environnementale pour la ville. Et en fait, donc, il leur présentait 4 types de scénarios d'une ville durable. Et face à l'un de ces scénarios, donc le scénario le plus vert, les membres du gouvernement étaient plutôt sceptiques en disant « Moi, je ne crois pas qu'en 2050, les gens prennent les transports en commun et je ne me vois pas dire à mon propre fils d'arrêter de prendre la voiture. » Donc, ce scénario, paf, il s'en va. Sauf que l'agence était préparée à ce type de remarques et ils avaient réussi à reproduire en fait dans un laboratoire à New Delhi l'odeur qu'aurait l'air en 2050 si rien n'était fait. En fait, selon la masse de particules dans l'air, etc. Et en fait, en sentant juste une seconde à sentir l'air en fait qu'il y aurait dans leur ville dans le futur, on voit du coup dans la vidéo qu'il y a vraiment un geste de retrait de la part de ce membre du gouvernement. Ça les a mis ça les a fait réaliser en fait ce qu'ils allaient vivre s'ils ne prenaient pas le pas sur ce scénario, et on ne sait pas si c'est vraiment lié ou pas, mais suite à cet atelier, il y a une stratégie énergétique assez prononcée qui a été partagée par les membres du gouvernement. Donc à quel point le côté sensoriel, le biais de l'affect, crée vraiment une réalisation du problème et crée de la mise en action. Et donc rien qu'utiliser le côté artefact, donc faux objet, ça peut être un très bon levier. Donc, voici pour les différentes utilités. Nous, on a créé une formation de 2 jours pour acculturer à ça parce qu'il faut savoir qu'il y a différents acteurs qui vont l'utiliser de différentes manières. Il y a des acteurs qui, en effet, vont beaucoup s'inspirer de la science-fiction pour innover. Il y en a d'autres qui vont vraiment rester politiques, il y en a d'autres qui vont plutôt être en mode stratégie de crise, etc. Donc, il y a plein d'acteurs sur le marché. Nous, en tant qu'université, on a voulu faire quelque chose de plutôt neutre. Donc, une formation de 2 jours avec un premier module qui est vraiment comprendre le design fiction, comment ça marche, les applications. Puis ensuite, 3 autres modules où vous faites l'ensemble de la démarche et vous avez plein d'outils différents pour tout ce qui est signaux faibles et créer des scénarios. Signaux faibles, explorer le présent. Après, tout ce qui est imaginer les scénarios, les effets de bord, et ensuite faire ressentir l'avenir pour mettre en action. Et vous suivez notre démarche, mais le but pour nous dans la formation, ça a été de donner un maximum de clés de tout ce qui était, tout ce que font les autres acteurs du marché pour que vous puissiez aller voir d'autres manières de faire. Et voici, et je crois que j'ai tenu un peu plus de 10 minutes. Mais voilà, on peut avoir le temps pour 1 ou 2 questions peut-être. Non, tout a été clair. Merci Colline. Donc, des questions. Comment Un intégrer commentaire de Valérie qui dit que c'est clair, simple, inspirant. Et alors, tu poses vas-y, Valérie, pose ta question. Hein. Oui, bonjour, merci, merci beaucoup. Oui, j'avais une question. Donc, au-delà des artefacts, l'exemple que vous donnez, est-ce qu'il y a d'autres outils d'aide à la décision de priorisation des scénarios? Et ma deuxième question, est-ce qu'on peut intégrer la dimension économique dans votre méthodologie? Alors, pour la première question, en fait, oui. En fait, c'est appropriez-vous-la, quoi. Arrêtons de le voir comme une méthode et voyez-le comme une approche. Allez pas jusqu'aux artefacts, restez au scénario et ensuite, on revient sur une matrice de priorisation, etc. Ce qui arrive souvent en question en formation, c'est les gens font l'ensemble de la démarche et après, ils font « Ah, et après, on fait quoi comment on choisit ?» Et ça, c'est pas le design fiction, c'est ce que vous allez faire derrière, en fait. Créer un atelier collaboratif, revenez avec vos outils classiques. Juste utiliser les artefacts ou utiliser les signaux faibles, les scénarios, si ça sert votre objectif. Mais après, par la suite, voilà, je pense que c'est des outils de priorisation classiques. Et après, pour la deuxième question, dimension économique, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est c'est une question, est-ce que vous avez exploré la capacité à valoriser finalement ces scénarios? Ils ont des balances économiques dans lesquelles on peut intégrer les composantes environnementales d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est prématuré peut-être cette question, mais est-ce que c'est une réflexion ou des travaux sur lesquels vous œuvrez pour avoir cette composante-là au-delà de la créativité et de la création des scénarios et des artefacts? Alors, nous, on n'a pas mis en place. Donc, je ne peux pas vous partager mon expérience là-dessus. Après, de manière générale, quand on étudie un scénario, nous, on va se baser, par exemple, sur l'outil Pestel, qui est beaucoup utilisé en économie, et on va s'intéresser sur des tournants des événements politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux, légaux et géopolitiques qu'on rajoute dessus. Donc, oui, on va le prendre en compte dedans, mais c'est vrai que nous, dans les cas qu'on a étudiés, on n'avait pas cet axe prioritaire. Par contre, vous pouvez l'utiliser vraiment comme
comme votre tournant ou le gros de votre scénario et voir ensuite qu'est-ce qui suit derrière.